C'est vraiment Asie à fond depuis quelques temps. Comme prévu, Ambrosius ne peut pas tuer Mendoza parce qu'il est stoppé par le volcan qui entre en éruption pile à ce moment-là. Ah, c'est incroyable, je l'ai pas du tout vu venir. Donc il est obligé de se barrer sans pouvoir assouvir son petit désir. Et c'est là qu'on apprend un petit peu le plan de Tao Esteban. C'est-à-dire que l'orbe qu'ils lui ont donné, c'est un cristal vaguement central. Ça a l'air d'être plus une balise entre guillemets de la cité d'or, et c'est pour ça que cette balise attirait la clé qui permettait de piloter le Talios, le sous-marin mu qu'on a vu. Et donc en sachant que la clé sera attirée par l'orbe, ils se disent c'est bon, on va pouvoir se servir de ça pour pister Ambrosius comme on le souhaite, un peu de la même façon qu'ils pouvaient nous pister nous. Je vais revenir sur ce détail là parce que c'est un petit peu important quand même. Et donc avant de partir, ils se disent qu'il faut quand même lui laisser un petit peu d'avance pour pas qu'il se doute qu'on le suit. Et donc il décide de passer quelques heures, une demi-heure, un truc comme ça, avec le grand-père et la petite fille qu'on a vu juste avant dans les épisodes précédents, histoire de dire qu'on les a pas oubliés. Et ça fait un petit épilogue à l'arc de cette première partie de saison qui est pas si mal. Même s'il y a un petit détail que j'ai trouvé un petit peu moyen, c'est-à-dire que la petite fille est là, mais le petit-fils non, puisqu'il est parti avec le clan de Shimazu en guerre contre le clan Ito. Parce que Shimazu croit que le clan Ito est responsable de la disparition de son sabre. C'est comme ça qu'elle le dit, la petite fille. Et Quoi? Il se doute bien que le sabre a dû forcément être piqué par les enfants. Le groupe, quoi, il l'a perdu lors de ce combat. Alors, si c'est juste pour dire, oh, il s'est trouvé une excuse à la con pour attaquer un autre clan, je veux dire, ça le dérangeait pas d'être en guerre contre les clans avant. Je vois pas pourquoi il aurait besoin d'excuses pour s'attaquer au clan Ito, quoi. Donc, elle ajoute très bizarre. Très bizarre. Néanmoins, c'était quand même un épilogue sympathique à suivre, où on apprend un petit peu l'après-coup de ce qu'ils ont vécu avec Shimatsu, en montrant qu'ils ont pas tout résolu, loin s'en faut, il y a encore pas mal de choses et qui vont devoir se régler par la suite sans eux parce qu'ils peuvent pas tout régler. Oui, Shimatsu va pouvoir continuer d'être un conquérant, et ils vont pas pouvoir particulièrement influer là-dessus. C'est intéressant de montrer qu'ils sont là pour les cités d'or et qu'il y a une histoire qui se poursuit après. C'était très cool à faire ça, donc j'ai bien apprécié ce détail-là. Donc ça se termine, cette partie-là, à la mi-épisode à peu près, un petit peu moins, et notre groupe poursuit donc Zarès grâce à la clé. Et on a un remplissage que j'ai trouvé super gras et super lourdingue, où Esteban met la clé du Talios dans un orifice prévu à cet effet dans le Grand Condor, en se disant ça va suivre la piste de l'orbe. Et alors au début, il manipule pas très bien le Grand Condor et il fait n'importe quoi, il vole à l'envers, il fait des loopings, tout ça, il dit ah mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis Esteban se dit ah j'ai mis la clé à l'envers. Donc il la ressort. En la ressortant, le Grand Condor fait un piqué, il n'arrive plus à être contrôlable ou je sais pas quoi, alors que oui, il devrait pouvoir le contrôler là, Esteban. Il n'y a plus rien qui le gêne ou quoi que ce soit. Alors j'en sais rien, peut-être que l'emplacement où il a mis cette clé, c'était l'emplacement où il y avait le gros médaillon qu'il a trouvé la première fois qu'ils ont découvert le Grand Condor qui a permis de le faire s'envoler. C'était présenté bizarrement, c'était pas l'impression que ça m'a donné, mais voilà quoi, donc il l'a mis à l'envers, au suspense, est-ce qu'ils vont tomber à leur mort dans les eaux? Ce serait une fin de merde hein, quand même. Non, il y a Zia qui reprend les médaillons et qui arrive à le remettre à l'endroit, parce qu'il faut que ce soit Zia. Et donc le Grand Condor ce coup-ci est bien parti et part dans la direction qui était prévue. C'était superflu et lourd. Vraiment, vous aviez du mal à remplir votre épisode. Vous auriez pu, je sais pas, faire plus de dialogue avec le grand-père et la petite fille, si vous vouliez vraiment remplir un peu plus l'épisode, plutôt que cette espèce de suspense de merde. Parce que c'est du suspense de merde, je suis désolé. 1 minute 30 de foutage de gueule, dans le même genre de foutage de gueule, on rappelle qu'Ambrosius a son compas, et ce compas lui permet de se rendre là où sont
ses disciples, je sais pas trop, des membres d'une sorte de confrérie où il y a les objets qu'il a entreposés. Donc les objets qu'il a pris dans les 2 premiers temples, et il va ramener les objets qu'il a pris dans le 3e temple. Donc il utilise son compas pour y aller. Et la question que je me pose, c'est comment se fait-il que son compas ne cible pas la direction du grand condor qui vole vers lui? Ça, c'est un peu le truc aussi, dès lors qu'on y pense. Hein. C'est bien joli de vouloir suivre Zarès, mais étant donné que lui, il a un moyen précis également de vous repérer, enfin pas tout à fait précis, puisque c'est pas forcément le grand condor qui serait sûr de repérer, mais il a quand même un moyen assez clair de voir si vous le suivez ou pas. Logiquement, il devrait vous repérer, vous voir venir. Mais je sais pas pourquoi son compas ne lui indique pas la direction du condor qu'il suit. Malgré le fait que le condor se trouve quand même plus proche de lui que la ville où il se rend. Hein. On montre même la trajectoire que suit Ambrosius et celle que suivent les enfants derrière lui à une certaine distance. Et ouais, hein, là où il se rend, c'est plus éloigné que là où se trouve le grand condor. Et pourtant, il ne repère pas. Hein, donc c'est un peu de la connerie ça aussi, hein, c'est un petit peu de la connerie. Enfin bref, il les mène jusqu'en Inde où il rend tout d'abord ces objets à donc des membres de la confrérie des Capes Rouges qu'on a vu avant. Donc ça va se passer en Inde les prochaines aventures, et je suis sûr qu'il va s'y trouver également une petite cité d'or histoire 2, hein, un peu plus loin, à un autre endroit d'Inde, parce que ouais c'est quand même un pays très très grand, faut avouer. Mais ouais, il rend les 2 objets qu'il a trouvés à un type qui est en charge de ça. Il travaille pour le Raja, la majesté d'Inde, je sais plus exactement le titre. Et en les mettant dans une armoire où il entrepose tous les autres objets, alors je saurais pas vous dire pourquoi, comment, mais le signal marche plus. La clé réagit plus à l'orbe. Voilà donc le grand condor qui suivait une trajectoire précise, maintenant il suit plus rien. Parce que, je sais pas, il l'a mis dans une armoire isolante. Isolante pour la magie des muches, j'en sais rien. C'est con quand même. Alors peut-être qu'on donnera une explication à ça. À ce moment-là, je retirerai ce que j'ai dit, mais c'est très con, je trouve. Donc, ouais, ils sont un peu obligés de se poser en pleine jungle à une certaine distance du palais. Donc, ils savent pas exactement où se trouve Ambrosius. Et donc, il va se passer donc 2 choses en parallèle. Tout d'abord, ce qui se passe dans le palais avec Ambrosius. On voit que le Raja, si je ne me trompe pas à nouveau, est très dépendant de lui. Et ça plaît pas au capitaine de la garde. Parce que oui, le Raja a des maux de tête, il se sent pas très bien. Et grâce aux potions que concocte Ambrosius, il arrive à se sentir mieux. Seulement, voilà, il en est dépendant. Il a besoin d'en boire constamment. Et donc, ouais, je sens que il le manipule un petit peu, Ambrosius. Hein. Il doit faire en sorte qu'il soit dépendant de ses breuvages pour lui être vraiment redevable et avoir une bonne place à sa cour, être dans ses bonnes grâces. Je sens qu'il va y avoir un truc comme ça. Hein. Ça paraît assez évident même d'après le peu qu'on voit. Et on sent qu'il va y avoir un petit conflit entre lui et le capitaine de la garde, qui lui a l'air, pour le peu qu'on a vu, plus honorable pour l'instant. Bref, Ambrosius va se rendre dans la salle où est enfermé Athanaos, hein, parce qu'il est plutôt bien traité. Il est dans une pièce relativement confortable, on lui apporte à manger, hein, il n'est pas traité comme un moins que rien non plus, c'est déjà ça. Et ouais, il discute avant ça, il discute avec la femme qu'on avait vue au début de l'épisode 1, qui est encapuchonnée, on voit toujours pas son visage, et qui semble être genre sa seconde, celle qui fait vraiment son travail, celle à qui il se confie le plus. Et je sais pas, ça peut être intéressant, mais j'ai le sentiment qu'on va essayer de nous faire une espèce de pseudo-révélation au bout d'un moment. Ah, on voit pas son visage, on va introduire un nouveau personnage féminin qui aura l'air sympathique, et au bout de genre 2-3 épisodes, on va révéler que c'est elle qui travaille avec Ambrosius, histoire de faire doublement la même intrigue qu'on avait faite
Alors, j'espère pas, mais je sais pas, c'est un peu l'impression que ça donne. Pourquoi on la garde sous capuche avec son visage complètement noirci comme ça? Ou alors, est-ce qu'on va la jouer genre, ah ah, en fait, c'est la mère d'Esteban? Ah, si c'est le cas, si c'est le cas, voilà, hein. Donc, il vient parler à Athanaos et c'est là qu'on apprend que ce sont de vieilles connaissances. Il y a Ambrosius qui lui raconte cette petite aventure en mentant un peu et qui lui dit qu'ils sont de vieux amis. Ah, nous l'étions, mais plus maintenant, Ambrosius. Donc, ouais, ça me fait revenir au problème que j'avais à la fin de la saison 2. S'il savait que son fils traînait avec une crevure comme Ambrosius et qu'il l'observait de loin, pourquoi il a rien fait contre ça? Pourquoi il a absolument rien fait? Pourquoi il a laissé son fils et ses amis traîner avec ce sale con? Sérieusement? Toute l'excuse comme quoi ah, je peux pas interférer dans ta quête initiatique. Mais il y a déjà des gens qui interfèrent dans sa quête initiatique. Et c'est pas des gens bien, tu sais qu'Ambrosius c'est pas quelqu'un de bien, et pourtant tu le laisses traîner avec ton fils. T'es complètement con, Athanaos, hein? Vraiment. Sérieusement, c'est complètement débile, ça me fait revoir encore à la baisse le délire de fin de la saison 2. Et honnêtement, les deux saisons sont à blâmer pour ça, parce qu'elles n'arrivent pas à faire un tout cohérent. Donc, ouais, il y a ce petit discours comme quoi il y a vraiment un passif entre ces deux-là, et qui promet très certainement d'être remis en avant plus en détail plus tard. Et ça se termine un petit peu là, la partie avec Ambrosius. Et la fin de partie avec Esteban et compagnie va être résumée très rapidement. Il y a Ambrosius qui est parti faire une petite reconnaissance dans les marécages du coin, tandis que Esteban, Zia et Tao sont partis à la chasse aux fruits et se font attaquer par une tribu mystère. Et par tribu mystère, je veux dire une bande de gamins. Je veux dire, on essaye de donner un côté mystérieux, mais on voit clairement leur silhouette. On voit clairement que c'est des gamins, c'est des tout petits enfants. Vous essayez de garder ce putain de mystère jusqu'à la fin de l'épisode en les montrant fuir jusqu'à un village qui semble abandonné et être rattrapé par ces ombres qu'on voit jamais entièrement. On voit clairement que c'est des gamins. Vous allez jouer la surprise là-dessus, mais sérieusement, arrêtez de me prendre pour un con, quoi. J'ai des yeux. Est-ce que c'est pour faire la surprise à ceux qui ont une luminosité de merde sur leur écran et qui voient pas les silhouettes évidentes de gamins qu'on voit? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce parti pris stylistique de merde? C'est... Waouh! Vous allez trop me surprendre dans l'épisode suivant où je verrai que ce sont des gamins qui s'en sont pris à eux. Oui, et à côté de ça, on a aussi... Mendoza qui repère une silhouette mystérieuse qui le suit, mais là aussi ça a l'air d'être plus une ado qu'une enfant cette fois. Mais ouais, ça a l'air d'être une jeune fille, quoi. Et on essaye de faire un petit mystère là-dessus. À nouveau, on montre pas totalement sa silhouette, même si on voit déjà très bien ce qu'elle est. Pour genre faire la surprise quand Mendoza la découvrira, que ah en fait tu es une jeune fille. Oh. Ou alors j'en sais rien, ils veulent aller plus loin, ce serait genre une fille qu'on a déjà connue. Je vois pas qui ça pourrait être, hein, donc ouais, à nouveau cliffhanger de merde, mais ça c'est la remarque de fabrique depuis le début de la saison 3. Bon, cet épisode marque la fin d'un arc, et je vais dire un truc par rapport à cet arc. Il était plutôt sympathique et j'ai apprécié le fait que ce coup-ci, on n'est pas des méchants de cartoon débiles. On a essayé de leur donner un peu plus de profondeur, même si Shimazu a été con à plusieurs moments, faut dire ce qui est. Et qu'on essayait vraiment de garder toujours une même situation, de jongler vraiment avec une même situation et de ne pas enchaîner des petits arcs les uns à la suite des autres pour amener à la découverte des cités d'or du pays de Chine. Ça, c'est un truc qui m'a un petit peu gavé à la longue. Là, ils essayent de faire quelque chose d'un peu plus recherché, de plus complexe, de plus développé. Hein. On ne fait pas juste des petites histoires un petit peu indépendantes des autres. Donc ça, c'était une bonne amélioration par rapport à la saison précédente. Et si on fait ça pour chaque pays et cité d'or qui va avec, ce sera un bon bonus. Hein. Là, c'est clair et net. En dehors de ça, ouais, ça lance des choses intéressantes pour le nouvel environnement.
Et on verra un peu ce que ça donne. Il y a des grossièretés vraiment dérangeantes dans cet épisode qui m'empêchent de l'apprécier grandement, mais ça reste pas trop mal. On verra ce qui se passe pour la suite. À bientôt pour l'épisode 12. Bye.